Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Pour l'épisode de cette semaine, c'est la partie 2 du projet PAD avec les PLTQ. Mais avant de se lancer dans ce nouvel épisode, j'accueillerai tout de suite mon co-animateur Carl Boivin afin qu'il nous rafraîchisse la mémoire quant à ce projet-là. Parce que ça remonte quand même au deuxième épisode, la dernière fois qu'on en a parlé. On enregistre aujourd'hui le 12e. Donc, sans plus tarder, salut Carl, comment ça va? Bonjour Félix, ça va bien et toi? Très bien, merci. Donc, voudrais-tu nous rafraîchir la mémoire, comme je disais? Oui, c'est quoi le PAD? C'est le plan d'agriculture durable. Avec ce programme-là, le MAPAC souhaite appuyer les entreprises pour améliorer leur performance environnementale. Donc, le programme a différents objectifs, puis celui qui a été ciblé par le projet dont on parle aujourd'hui, c'est d'optimiser la gestion de l'eau. Les PLTQ nous ont donc approché, l'équipe de régie de l'eau de l'IRDA, là, pour les appuyer dans ce projet. Et c'est la version courte. Si vous voulez la version un petit peu plus longue, je vous invite à écouter le deuxième podcast, comme Félix a dit en intro, là, de la saison dernière pour en savoir davantage. Voilà, merci Carl pour cette excellente remise en contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire de plus dans cet épisode? Lors du premier épisode, comme je disais, on recevait Myriam Gagnon des PLTQ. Mais pour aujourd'hui, on trouvait ça intéressant d'inviter un de nos partenaires dans la réalisation de ce projet-là. Puis ce partenaire-là, c'est l'entreprise Norterra, anciennement Bonduel, qui se trouve à être un des acheteurs de légumes destinés à la transformation. Puis, tu sais, habituellement, on travaille particulièrement avec des producteurs, productrices agricoles. Donc, on trouvait ça intéressant là, de pouvoir collaborer avec un transformateur, oui, mais qui occupe aussi un rôle de premier plan dans la régie de culture des différentes productions, dont les haricots et les pois qui nous concernent dans ce cas-ci aujourd'hui. L'invité en question va nous l'expliquer de toute façon plus tard. Puis, parlant de l'invité, on est bien heureux d'accueillir aujourd'hui Pierre Mauny de Norterra. Donc, bonjour Pierre, merci de te prêter au jeu en participant au podcast. Comment ça va? Bonjour Félix, merci de m'inviter, tout va bien, merci. Super. Donc, Pierre, on commencerait ça de manière très simple et directe. Voudrais-tu te présenter? Je me présente, je m'appelle Pierre Mauny, je suis le directeur agricole pour l'usine de Bedford au sein d'Aliments Norterra, anciennement Bonduel. Je travaille au sein de l'entreprise depuis 2012 et j'ai parcouru un processus scolaire principalement agricole. J'ai principalement étudié dans la technique agricole. Par la suite, je me suis spécialisé dans le domaine de la production de semences et ensuite dans la production durable. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je travaille au sein de l'entreprise Aliments Norterra, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la production agricole, et puis dans lequel on se plaît bien. Faut avoir une activité ou un travail proche d'un hobby. Donc voilà. Bon, super, on se rejoint là-dessus, sans doute. Donc, merci pour ta présentation. Maintenant qu'on te connaît mieux un peu, j'aimerais ça que tu nous présentes plus en détail c'est quoi Norterra en réalité. Norterra, c'est principalement un transformateur alimentaire qui dispose d'usines au sein du Canada et au niveau des États-Unis. On va principalement transformer des légumes de saison au niveau du Québec, tout ce qu'on est pois, haricots, maïs, sur lesquels on va avoir un accompagnement auprès de nos producteurs du semis jusqu'à la récolte. Et on aura des légumes un peu plus spécifiques où les producteurs sont davantage autonomes. Et là, on parle principalement de brocolis, choux-fleurs, carottes, pommes de terre et betteraves rouges. On appelle ça plus des légumes C'est d'autonomie. bon, hey, bonjour Pierre. Moi c'est Paul. Bonjour Paul. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de t'introduire, Paul. Salut, Paul, bienvenue à Autrement dit. Salut. Non, c'est pas grave. Moi, je suis comme une chaise tu sais, dans un coin d'une pièce, puis on l'oublie un peu, mais c'est pas grave. Je suis tout le temps là à l'affût. Donc, mais c'est ça, j'en profite. C'est ça. Salut Pierre, merci d'être là avec nous aujourd'hui. De rien. Tu sais, moi j'avais une question un peu plus par rapport à, tu sais, moi dans ma tête quand on parle des PLTQ.
Norterra, puis anciennement Bonduel, est toujours dans le portrait, en fait. C'est probablement pas tous les auditeurs du balado d'aujourd'hui qui sont conscients de ça, puis qui sont conscients aussi de l'espèce de relation que vous avez entre ces deux entités-là. Serais-tu capable de nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Bien sûr, déjà pour introduire PLTQ, on parle des producteurs de légumes de transformation. Donc c'est un comité qui regroupe l'entièreté des producteurs qui souhaitent produire des légumes de transformation au Québec. Et on a un partenariat de longue date et étroit avec ce qu'on appelle les PLTQ, pour utiliser l'acronyme, pour établir les conditions d'achat, parce qu'il faut bien comprendre qu'au Canada, il y a un seul vendeur qui sont les producteurs et un seul acheteur. Donc c'est quand même une relation étroite. Et de bon vouloir, on met en place des conditions de mise en marché pour finalement produire et assurer la pérennité de la production des légumes de transformation au Québec. OK, c'est super bien expliqué. Je trouve que ça clarifie beaucoup cette relation-là, je trouve. Permets-moi une autre question, puis permets-moi aussi de retourner en arrière, en fait, parce qu'on s'était déjà croisés il y a quand même un peu plus d'une dizaine d'années, en fait. Ouais, on vieillit tous, hein, c'est pas drôle, hein, c'est ça la vie. Mais on avait également réalisé un projet avec les PLTQ aussi, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, dans la gestion de l'irrigation du haricot extra fin. Puis on s'était rencontrés dans le cadre de ce projet-là. À l'époque, tu étais un fieldman qui s'occupait des différents sites sur lesquels on réalisait le projet. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle du fieldman, qu'est-ce qu'il fait avec le producteur, c'est à quoi il sert. En date d'aujourd'hui, on va dire que le Fieldman, il a un rôle principal, c'est d'animer, on va dire, son portefeuille de bassins de producteurs dans un secteur attitré. Et avec une mission principale, c'est de mener à bien la production du semis jusqu'à la récolte, en accompagnant le producteur ou en travaillant, je veux dire, main dans la main ou en partenariat avec le producteur pour réaliser toutes les actions nécessaires sur la parcelle, du semis jusqu'à la récolte, pour que finalement on ait un produit de qualité, en bonne quantité et au bon moment. C'est ça l'objectif principal. OK, c'est bon. Vu qu'on parle, on est un balado qui parle d'eau, en fait, puis de gestion de l'eau, gestion de l'irrigation. Je sais, tu sais, dans le cadre de notre projet qu'on réalise présentement, on a des producteurs qui irriguent, on en a qui n'irriguent pas. Est-ce que le fieldman est impliqué un peu dans cet aspect-là ou devrait l'être éventuellement? Ou ça ressemble à quoi Bah, aujourd'hui, le Fieldman, principalement, effectivement, travaille essentiellement sur les aspects, je dirais, désherbage, fertilisation, Fieldman agronome, là, je tiens à spécifier le statut, mais essaie d'accompagner sur ces aspects techniques-là. Cependant, au niveau de l'irrigation, je pense qu'on est encore en date d'aujourd'hui, on est encore trop loin sur la gestion de l'eau. On est sur quelque chose de très très macro, où l'utilisation, je dirais, d'outils qui leur permet de piloter finalement l'irrigation est peut-être mal connue ou mal maîtrisée. Et je pense qu'aujourd'hui, le Fieldman peut avoir un rôle d'un point de vue macro sur cet accompagnement ou cette discussion de la gestion de l'eau avec les producteurs. Fait que ça m'ouvre la porte, Paul, pour parler. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler d'OAD ou d'outils En manque d'aide à la pas une. décision, c'est jamais très loin de la gestion de l'irrigation. Même quand il n'y a pas d'irrigation, on peut s'intéresser, que c'est quand même intéressant là, d'utiliser des OAD pour les intimes, si on veut, pour évaluer, entre autres, là, la vulnérabilité là, d'un système culturel au stress hydrique. Il y a différents OAD, il y a des tensiomètres, mais quand on parle justement de cultures comme le pois ou le haricot, en fait, les cultures qui se font sur des plus grandes superficies, ou on pourrait dire des cultures extensives, ben le bilan hydrique, ça devient un outil qui peut être intéressant. Justement, Pierre parlait d'approche un peu plus macro. Ben, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, dans le projet que tu as mentionné, Paul, au début, mais pas au début, mais il y a quelques minutes, dans le projet Haricot Extra Fin, il y avait des tensiomètres, mais il y avait aussi une approche un peu par bilan hydrique. J'aurais envie aussi de continuer, ben pas continuer, mais poursuivre en expliquant un petit peu c'est quoi le bilan hydrique. Je dirais pas, c'est pas un cours sur le bilan hydrique, mais ben justement, on veut faire un webinaire là, dans les prochaines semaines là, ou à l'hiver 2024 là, qui va porter là, spécifiquement sur le sujet. Mais quand on parle de bilan hydrique, on parle d'un bilan. Il y a des entrées, il y a des sorties d'eau. Les entrées, ben c'est simple, c'est la pluie. Mais ça peut être aussi l'irrigation en contexte irrigué. Et les sorties, ben c'est l'évaporation puis la transpiration. Donc,
quand on voit une surface de sol qui s'assèche, ben, c'est de l'évaporation. Donc, c'est réglé pour l'évaporation. Et l'eau qui est prélevée dans le sol par la plante là, et qui termine, si on veut, son passage en s'échappant là, par les feuilles, ben, c'est la transpiration. Donc, si on fusionne ces deux mots-là, il y a quelqu'un quelque part à un moment donné qui a dit, bon, ben, on va appeler ça de l'évapotranspiration. Maintenant, pas que c'est très compliqué, mais si on complique ça un petit peu plus, ben, ces entrées et ces sorties d'eau-là passent toutes par le sol, du moins dans le contexte où on parle aujourd'hui. Là. Et la nature de ce sol-là là, peut accentuer ou diminuer le risque là, de subir un stress hydrique. Plus le sol est lourd, un loam, un argile, ben, plus finalement ce sol-là va être capable de retenir une quantité d'eau qui est importante. Puis en même temps, ben, plus ça va prendre du temps avant d'épuiser cette réserve-là. Là. Donc, la quantité d'eau que la plante va prélever dans le sol ben, dépend de la culture. Si on parle d'haricots, pois, ça va être différent d'un tournesol ou d'une citrouille, mais aussi du stade de développement. Si on parle d'une plantule ou finalement une culture qui est à maturité, et ça dépend aussi des conditions météo. Donc, ça peut devenir très variable et c'est entre autres pour ça qu'on a besoin d'outils à décision parce que ça c'est pas identique d'une saison à l'autre, d'un système culturel à l'autre. Faites-vous en pas, je vous dis que c'était pas un cours, j'achève. Si on y va avec un exemple, ben, si on parle, par exemple, si on prend une journée d'été, bon, plus l'humidité relative de l'air est basse, plus la température est élevée, plus les nuages sont absents, ben, finalement, plus la quantité d'eau qu'une plante va avoir besoin pour passer au travers de cette journée-là va être élevée. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement avoir accès à des données qui nous donnent une idée de cette évapotranspiration-là, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, via les stations du réseau Agrométéo Québec. C'est facile à trouver, il y a des stations un peu partout là, sur le Québec agricole, si on veut. Et ben, il y a un défi là, ces données-là ben, doivent être converties pour tenir compte de la culture, parce que justement, selon la culture, c'est différent, et aussi de tenir compte de son stade. Donc, on ne rentre pas dans les détails, mais là, on parle de coefficient culturel. C'est un peu comme convertir une devise étrangère en une autre devise, si on veut. Qu'est-ce que je peux m'acheter avec mon dollar canadien en Australie ou aux États-Unis? Ben, j'ai pas le choix de le convertir. Maintenant, ces valeurs connues, si on parle d'évapotranspiration, j'ai converti mon évapotranspiration, mais sur une base quotidienne, ben, finalement, on soustrait cette eau-là, finalement utilisée, à celle qu'il y a de stocker dans le sol. Donc, au fil du temps, ben, finalement, on comprend que si on dit par exemple que mon sol peut retenir 30 millimètres, puis qu'à une journée, je n'ai dépensé 4, le lendemain, je n'ai dépensé 5, fait qu'on comprend qu'à un moment donné, on est capable d'anticiper le moment où le sol là, va finalement avoir plus d'eau pour fournir à la culture. Et ça, ben, on parle pas de soustraction, mais on parle finalement d'eau qui est exportée du sol, mais bien entendu, il faut additionner les apports s'il pleut, s'il y a de l'irrigation, pour venir finalement compléter ce bilan-là. Fait que c'est ce que j'avais à dire sur le bilan hydrique, en espérant que j'ai pas endormi personne. Ben non, au contraire, moi, je pense que j'ai aimé ça. À retenir pour les prochains épisodes des petits cours 101. De... Puis si je peux me permettre une petite parenthèse, on en avait déjà discuté avec Pierre un peu au préalable, tu sais, de la fameuse approche par bilan hydrique. Puis, tu sais, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose un peu là-dessus, Pierre, mais ça semblait être quelque chose d'intéressant comme pour utilisation, en fait, pour voir quand est-ce qu'il y a des apports en eau par irrigation qui seraient efficaces chez les producteurs de haricots et de pois aussi. Là. Effectivement, puis je fais un petit lien avec ce que Karl vient de dire. Finalement, on est sur des cultures maraîchères à l'origine. On est sur des haricots, du pois, ou du maïs sucré, principalement peut-être à plus petite échelle. C'est des cultures à cycle court. On le sait bien, on vit soit des excès d'eau ou des manques d'eau au cours des dernières années. On a des grands extrêmes. On s'entend que sur ces cultures-là, l'optimisation, ou du moins le moment de l'apport en eau est crucial par rapport à un cycle végétatif versus un autre. Et l'outil d'aide à la décision, finalement, a d'autant plus d'importance qu'il nous permet de finalement venir apporter l'apport d'eau au bon moment. Parce que c'est pas le tout d'irriguer, mais si je suis en retard, j'aurai peut-être mon stress hydrique. Si je suis trop tôt, l'eau sert à rien, ou j'ai un excès d'eau, puis j'ai peut-être un lessivage de mes nutriments. Donc finalement, cet outil-là nous permet vraiment de piloter au bon moment. Donc, OK, ben super intéressant, messieurs. J'en profite maintenant pour rappeler à nos auditeurs et auditrices de nous suivre et de s'abonner au podcast Autrement dit. Peu importe la plateforme que vous utilisez, le podcast est disponible, c'est certain. Donc, prenez le temps, cliquez sur le petit crochet s'abonner. Ça nous donne vraiment un bon coup de main, un peu de visibilité. Donc, merci pour ça.
Maintenant, Paul, pourrais-tu nous faire un petit recap, si je peux me permettre cet anglicisme ou je ne sais trop, d'où on en est là, à l'heure actuelle avec ce projet-là? Oui, ben le projet, en fait, c'est un projet de 3 ans. On a déjà 2 années qui viennent de se compléter. Donc, l'année 2024, c'est la dernière année. Puis si je résume un peu qu'est-ce qu'on a fait au niveau terrain, en fait, ben à chaque année, on a instrumenté des systèmes culturaux de haricots, puis de pois, de transformation. Puis on est chez 10 producteurs, 10 entreprises en fait, situées principalement dans l'Anaudière. On en a également en Montérégie, tant est que ouest. Puis on en a un dans les Laurentides. Donc, ben, comme on sait, ben, les conditions météo des dernières années, en fait, précisément des 2 dernières années, n'ont pas été super idéales pour réaliser un projet en gestion de l'irrigation. L'année 2023, ça a été vraiment très difficile pour les producteurs agricoles de la province. Donc, comme on peut s'en douter, il y a eu que très peu d'épisodes d'irrigation de mesurer chez nos producteurs qui participent au projet. Mais ne vous inquiétez pas, on a quand même pu mesurer puis analyser des données pour sortir des informations intéressantes pour les producteurs, comme par exemple, on a été capable de mesurer la réserve facilement utilisable de leur sol, la profondeur d'enracinement de leur culture juste avant la récolte, pour leur donner une idée. Également, de mesurer de faire une estimation en fait des prélèvements en eau, puis même de mesurer l'état de compaction de leur sol. On a été aussi en mesure de faire quelques diagnostics de performance des systèmes d'irrigation. On en a fait sur 3 entreprises jusqu'à maintenant. Un pour un pivot central et un canon avec enrouleur en 2022, puis en 2023 avec une rampe avec enrouleur. Donc, puis ça donne juste bien, en fait, parce que c'est ces 3 systèmes d'irrigation-là qui représentent l'ensemble des différents systèmes utilisés sur les entreprises qui participent au projet. Qu'est-ce qu'on remet aux producteurs? Ben, en fait, avec toutes ces informations-là qu'on a captées dans les saisons, ben, on leur produit une courte fiche technique qui résume ces données-là obtenues sur leur ferme. Puis, si c'est pertinent aussi, ben, on peut leur faire des propositions pour diminuer la vulnérabilité au risque de stress hydrique dans leur système culturel. Mais on s'entend, c'était pas la norme là, avec les conditions météo qu'on a eues dans les dernières années. Ça, c'est plus l'aspect instrumentation, terrain. On a aussi fait des événements, des activités de diffusion. On a fait 2 activités de vitrine chez des producteurs, un en Montérégie, un dans les Laurentides. Puis on présentait des résultats de l'entreprise en lien avec notre instrumentation. Puis aussi d'autres informations sur la gestion de l'irrigation, comme on a parlé tout à l'heure, en fait, là, des outils d'aide à la décision, l'importance de certains paramètres physiques du sol, là, comme la réserve facilement utilisable, la texture, l'impact de la compaction, etc. Puis, ben, les producteurs qui nous accueillaient sur leurs entreprises, ben, avaient l'occasion de présenter leur dite entreprise, puis leur gestion d'irrigation, leur équipement aussi. Donc, c'est toujours bien apprécié habituellement là, des participants. Donc, ça ressemble un peu à ça. Fait qu'on s'enligne pour la saison 2024. On va encore instrumenter quelques sites qu'on a déjà ciblés un peu avec Myriam Gagnon des PLTQ. Si l'occasion se présente, on va essayer de faire également d'autres diagnostics de systèmes d'irrigation. S'il fait plus beau. Souhaiter moins d'eau que de Ouais, neige. c'est ça. Hey Paul, je prends la balle au bon aussi, te parler de 2 vitrines qu'on a réalisées cet été pour vous dire que les vidéos de ces vitrines-là vont être disponibles probablement d'ici la fin du mois de février. Donc voilà, je vais rester à l'affût. Je pense que ça peut être intéressant là, pour les producteurs d'avoir accès à tout ça. Carl, j'ai envie de parler d'un autre projet qui se trouve en fait à être un outil qui, je pense, pourrait être utile aux producteurs de légumes de transformation. Donc, voudrais-tu nous en parler un peu plus? Oui, Félix, merci d'ailleurs de m'ouvrir la porte pour en parler. Je dirais que avant même de se poser la question quand déclencher l'irrigation, parce que c'est un peu ce qu'on parlait tantôt, mais pas qu'on parlait tantôt, mais qu'on parlait entre autres tantôt, mais il faut généralement se poser la question si c'est pertinent de s'équiper pour irriguer. Puis pour certains contextes de production, c'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Puis il faut aussi se demander, bon, j'ai besoin de combien d'eau?
si jamais je décide de m'équiper pour irriguer, puis comment ce besoin-là peut varier d'une année plus sèche ou pluvieuse, parce que c'est dynamique, là, si on veut, c'est pas... va varier. En fait, ce besoin-là va varier d'une saison à l'autre. Donc, récemment, on a développé un outil à l'IRDA en collaboration avec plusieurs partenaires qui permet d'estimer le besoin en eau d'une entreprise agricole, mais aussi les quantités d'eau qui sont disponibles et potentiellement disponibles sur cette ferme-là. Donc, l'outil est maintenant disponible. Vous pouvez Le vous pouvez pas trouver. le rejoindre, mais vous pouvez aller vous créer un compte, vous pouvez le retrouver sur estimo.ca. C'est gratuit, puis je dirais que je ne sais pas si on peut dire que c'est anonyme, mais il y a juste l'utilisateur qui a accès à ces données. Donc, il n'y a pas de données là, qui est gardée de cet outil-là. Donc, l'outil permet d'estimer les besoins en eau pour diverses activités agricoles. On parle d'irrigation, mais on parle aussi pour protéger les cultures contre le gel, l'abreuvement des animaux, le lavage des bâtiments, le lavage des légumes, même la main-d'œuvre hébergée, et aussi là, pour préparer les traitements phytosanitaires. Donc, l'outil fait le tour de l'ensemble des usages qu'on peut faire de l'eau sur une entreprise. Brièvement, l'outil s'appuie là, sur des données météorologiques historiques qui couvrent, là, je parlais tantôt du réseau agrométéo. Il y a plusieurs de ces stations météo-là qui ont servi, là, si on veut, à nourrir l'outil. Là, puis ça sert en fait à calculer différents scénarios là, qui sont élaborés par l'utilisateur en fonction d'années plus ou moins pluvieuses. Donc, un producteur peut dire, moi, j'ai 1 hectare, par exemple, de pois, avec tel type de sol dans telle région, en fonction de telle année ou en moyenne de telle année. Bon, ben, est-ce que cette culture-là aurait subi un stress hydrique? Si oui, bon, à combien de reprises? Puis finalement, combien que ça m'aurait pris d'eau, combien que ça me prendrait d'eau pour supporter là, cette activité-là d'irrigation. Donc, ça reste des estimations, il faut être prudent, mais c'est quand même utile pour un producteur là, qui veut, en fait, qui voudrait savoir combien j'aurais besoin d'eau pour irriguer, puis est-ce que ça pourrait être pertinent là, pour mon entreprise. J'ai envie de dire aussi que ça fait un outil de plus simplement. Comme tu dis, il faut faire attention, ça reste des estimations, mais ça donne un outil de plus dans le coffre à outils des producteurs, productrices. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'ajouter ça. Donc allez-y, c'est en ligne en ce moment, gratuitement. Donc merci d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.